Je fais une petite pause sur mon tour de France des Gilets jaunes pour un entretien avec Fabrice Gagnant qui va nous présenter à Bolti et à moi son RIC 2.0 qui à mon avis est à mettre en relation avec les ateliers constituants que j'ai vu se faire un peu partout sur les ronds-points Gilets jaunes. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser. Alors Fabrice, aujourd'hui donc tu vas nous présenter un petit peu ton RIC 2.0 et nous expliquer en quoi cet outil pourrait nous permettre de gérer notre pays dès demain. Oui, alors du coup, moi je suis arrivé à me poser des questions au niveau de la Constitution il y a un petit moment, en 2005. À l'époque, on avait tout le débat autour de la Constitution européenne et j'ai compris à ce moment-là que la Constitution c'était vraiment le code source de l'État. C'est vrai qu'en voyant l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes et les questions qui étaient soulevées au sein de ce mouvement autour du RIC, je me suis dit que c'était vraiment l'opportunité pour moi de réactualiser mes travaux. Alors donc du coup tu nous parles de trois formes de RIC, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, pour moi, j'identifie trois RIC. Le premier type de RIC, pour moi, c'est le type que j'appelle 0.0. C'est vraiment le RIC non contraignant qui ne sert à rien. On l'a actuellement en France depuis 2008 et il est en vigueur depuis 2013. C'est celui donc qu'on a actuellement où il faut un grand nombre de citoyens plus un grand nombre de parlementaires pour déclencher ce fameux RIC. Voilà, la barrière d'entrée est tellement élevée qu'on ne peut pas s'en emparer et que C'est ça. voilà, il est inutile. On a Ok. également des RIC qui sont non contraignants. Donc, par exemple, je pense à celui de la Commission européenne, l'ICE. Ça, on évacue, c'est les 0.0. Après, il y a les RIC 1.0. Donc, ça, c'est le RIC simple, le RIC classique. C'est le RIC à la Suisse. C'est-à-dire, une fois qu'on a recueilli un certain nombre de signatures, dans ce cas-là, eh bien, on peut passer à l'étape suivante, qui est de faire organiser un suffrage universel sur la question qui nous est posée. D'accord, donc c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. C'est sûr que c'est une avancée démocratique, mais pour moi, c'est pas suffisant parce que c'est très contraignant cette idée de suffrage universel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une loi via un RIC, eh bien, il va falloir consulter des millions et des millions de personnes. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. Pas tout le monde a envie de se déplacer tous les 15 jours au bureau de vote. Tous les sujets n'intéressent pas tout le monde. Tout le monde ne se sent pas apte à voter tout et n'importe quoi. Et puis il y a également sur le plan concret, pragmatique, ça coûte très cher voilà, d'appeler des dizaines de millions d'individus à se déplacer pour voter chacune des lois qui seraient proposées par RIC. Il y a une image que j'utilise assez régulièrement, c'est celle de la prise de sang. Ouais. Quand on va faire une analyse sanguine dans un labo, eh bien, le personnel ne va pas nous prélever l'intégralité de notre sang pour le passer dans une machine, et puis après l'analyser et nous réinjecter ce sang-là, et puis nous donner nos résultats. Personne ne penserait à faire ça, ce serait complètement aberrant. Ça coûterait une fortune, ça prendrait un temps fou. Et l'avantage avec cet échantillon-là, c'est qu'on sait qu'il est tellement représentatif que le résultat qu'on obtiendrait au final, c'est-à-dire pour un RIC législatif, il y a trois questions. C'est est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, ou est-ce que vous votez blanc? Parce que pour moi, le vote blanc doit être inclus. Bien sûr, ouais. Donc, on sait que si on demandait à l'intégralité du corps électoral, qui est composé de dizaines de millions d'individus, son avis sur cette question-là, eh bien, on obtiendrait exactement la même réponse que si on la posait à un échantillon représentatif tiré au sort, composé de quelques centaines de personnes. D'accord, donc ça demande quand même d'accepter cette idée, parce qu'elle est nouvelle, pour nous en tout cas, que le tirage au sort, c'est quelque chose d'utile, d'intelligent et de représentatif, en donnant la parole au peuple réellement. Tout à fait. Et vraiment, la subtilité du tirage au sort, pour moi, c'est que on arrive à transposer du macro, à réduire l'échelle macroscopique à un niveau microscopique. Et ça, c'est très intéressant, cette transposition sans perte qualitative. Ouais. Donc, on peut organiser régulièrement des votes. Moi, c'est ce que j'appelle le filtre citoyen. C'est-à-dire qu'on va tirer un ensemble d'individus au sort qui vont composer un filtre citoyen et dont le rôle, ça va être de valider les lois. Donc là, on parle de lois issues d'un RIC législatif. Alors du coup, puisque cet outil a l'air excellent et utilisable tout de suite, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déjà? On ne l'a pas déjà, tout simplement parce que la Constitution française l'interdit. L'article 3 nous dit que tout suffrage doit être universel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un vote en cours, eh bien, le corps électoral concerné doit se prononcer dans son intégralité. C'est pas pour rien qu'elle nous impose la fonction mathématique la plus lourde qui soit, c'est-à-dire y égale x, où x est le nombre
d'individus composant le corps électoral, et Y serait le nombre de votants. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir le même nombre des deux côtés. Et lorsqu'on a une fonction aussi lourde et aussi contraignante, eh bien qu'est-ce qui se passe? On fait très peu de votes. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans cette logique de programme politique. Bien sûr. Donc du coup, on se retrouve avec des candidats qui ont une centaine de mesures ou 200 mesures, que sais-je, et on nous demande de voter sur des packages et de dire bah voilà lequel du paquet A, B ou C vous préférez. Et puis bah tant pis pour vous s'il y a des mesures dans ces paquets-là que vous n'aimez pas, on va quand même pas organiser un vote pour chacune de ces mesures, c'est beaucoup trop lourd, vous imaginez le boulot que ça représente. Donc du coup, vous votez pour un paquet et puis voilà, on se satisfait de ça. Okay. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et en plus de ça, ce qui vient un peu sceller le couvercle de notre cercueil démocratique, j'ai envie de dire, eh bien, c'est l'article 27 qui nous dit tout simplement dans sa première ligne que tout mandat impératif est nul. Qu'est-ce que le mandat impératif? Le mandat impératif, c'est un outil démocratique extrêmement intéressant qui donne mandat à une personne ou à un groupe d'individus pour exécuter une mission dans un laps de temps défini, clairement déterminé. Et si jamais cette personne ou ce groupe de personnes venait à manquer à leur devoir, eh bien, il pouvait être révoqué. Donc le mandat impératif était utilisé sous l'Ancien Régime et aujourd'hui, il nous est interdit. Donc on est privé de cet outil démocratique très intéressant. Et en plus de ça, l'article 27 protège les candidats qui ne respecteraient pas leur programme. Donc évidemment, le premier argument pour eux, ça serait de dire que la conjoncture ne leur permet pas de réaliser toutes leurs promesses. On l'a déjà entendu ça, oui. Ou que l'Union européenne, etc., ou que le droit international s'y opposerait. Mais c'est également pour eux une sécurité, parce que si jamais on venait à les attaquer sur le plan judiciaire en disant voilà, vous n'avez pas respecté vos engagements vis-à-vis du peuple, ils peuvent s'en saisir pour se protéger juridiquement en disant mais attendez, si vous avez cru que mon programme ressemblait à un mandat impératif, détrompez-vous puisque c'est interdit par la Constitution. D'accord, c'est important de le savoir. Ouais. Ouais. Et d'un autre côté, on peut tout à fait imaginer que le citoyen lambda a aussi envie de se sentir concerné, n'a pas forcément tout le temps envie d'attendre d'être tiré au sort, donc on peut imaginer certains gros votes, certains votes dans l'année, où là, effectivement, on demande quand même l'avis à l'ensemble de la population. Alors oui, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut se passer complètement du suffrage universel. Pour les grandes questions, les grands événements politiques, on a besoin du suffrage universel pour son aspect symbolique et pour créer un débat réellement national. Donc par exemple pour l'élection du président de la République, si on garde ce modèle-là, pour la ratification des grands traités, pour un changement de constitution, on a évidemment besoin de passer par le suffrage universel. Quelque part, c'est assez choquant de voir à quel point notre démocratie est pauvre sur le plan mathématique. Donc moi je propose, en parallèle des sciences politiques, de créer des sciences démocratiques. Aujourd'hui, on peut envoyer des voitures téléguidées sur Mars, mais on n'est pas foutu de faire une démocratie digne de ce nom dans ce pays, et dans les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que la France. D'accord, donc du coup, avec ton RIC 2.0, donc tu nous parles de ce filtre citoyen, qui est vraiment la clé, l'outil clé pour parvenir à avoir cette démocratie réelle, directe, mais simplifiée, avec une gestion simple. Exactement, c'est un RIC optimisé, tout simplement, puisqu'on garde toute l'idée du RIC, mais sauf qu'on pourra voter beaucoup plus régulièrement, puisque tout ça sera bien plus allégé, et les résultats obtenus équivaudront aux résultats qu'on obtiendrait si l'ensemble du corps électoral se prononçait à chaque fois. Et en fait, le filtre citoyen, c'est tellement pertinent et intéressant comme outil qu'on peut tout à fait imaginer l'étendre à l'ensemble des lois, c'est-à-dire pas simplement aux lois issues d'un RIC législatif, mais également aux lois issues du Parlement ou du gouvernement, des propositions de loi ou des projets de loi. Et alors là, ça devient intéressant parce que ça permet de mettre en place un réel filtre citoyen pour vérifier que les lois qui sont faites en notre nom nous correspondent réellement. Et le filtre citoyen, donc on l'imagine partout. Donc quelque part aussi, ça pousse un petit peu les parlementaires à pondre des lois un petit peu plus vertueuses, parce qu'ils savent que forcément elles passent par le filtre citoyen. Alors, exactement, il faut s'imaginer des parlementaires qui en auraient marre de se faire censurer à chaque fois parce que leurs lois ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Ou elles sont liberticides comme on en a depuis une dizaine d'années en cascade. Ouais, on n'a pas de mal à faire une belle liste de lois qui ne nous conviennent pas. Et toutes celles-là, elles pourraient être censurées, rejetées par le filtre citoyen.
Alors aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que si on avait un RIC 1.0, on fait passer une jolie loi, eh bien, même dans ce cas de figure-là, le gouvernement et le Parlement pourraient torpiller cette loi-là en la phagocytant, c'est-à-dire en produisant toute une série de lois qui viennent l'amoindrir, la diminuer, la réduire dans son champ d'application. Et puis il y a également la problématique du décret d'application, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une loi, dans la plupart des cas, a besoin d'un décret d'application qui est produit par le gouvernement. Et en se saisissant de cet outil, le gouvernement peut encore biaiser la loi. D'accord. Donc qui a le dernier mot? Donc- C'est très important de comprendre ça. Et moi, dans mon cas de figure, avec ce RIC 2.0, je fais intervenir le filtre citoyen en dernier, en bout de chaîne. Oui. C'est-à-dire c'est lui qui a le dernier mot. D'accord. Donc tout ce qui est modalité d'application est défini en amont du filtre citoyen. Comme ça, les citoyens savent vraiment sur quoi ils votent. Imparable. Ouais. Donc du coup, on est d'accord que là, tu nous parles d'un RIC 2.0 avec un filtre citoyen en toute matière. Dans le cadre de la Constitution, puisqu'on est en train de parler de comment produire des lois. Et ces lois-là, évidemment, doivent respecter la Constitution. On entend souvent, ça fait peur à certaines personnes qui ont peur que la peine de mort revienne sur le tapis, par exemple. Oui, mais il faut savoir que la Constitution française, depuis 2007, interdit, via l'article 66-1, la peine de mort. Donc voilà, si on respecte la Constitution, on ne peut pas réappliquer la peine de mort, on ne peut pas réintroduire la peine de mort. Et du coup, on peut aussi l'imaginer à d'autres échelles peut-être, parce que le filtre citoyen peut être utilisé dans le cadre d'une mairie, d'une petite commune. Tout à fait, l'outil du filtre citoyen peut être utilisé à toutes les échelles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vérifier que les décisions prises au nom des populations correspondent à leur volonté. La Constitution qu'ils sont en train de nous écrire, de nous réécrire sur les ronds-points en ce moment, les Gilets jaunes, la faire d'abord valider par référendum au peuple français, et ensuite, tout de suite, on peut mettre en place effectivement ton RIC 2.0 pour gérer le pays derrière. Alors dans l'idéal, ce serait que le RIC 2.0 soit intégré dans cette constitution et expliqué dans cette constitution. Tout à fait. Comme ça fait une pierre deux coups. Alors écoute Fabrice, moi ce que je vais faire, c'est qu'avec le RIC 2.0 que tu me proposes, avec Bolti, on va reprendre notre route, on va repartir faire notre tour de France des Gilets jaunes et essayer de faire évoluer un petit peu le débat grâce à ton outil. Tu as toujours ton t-shirt sanglier jaune? Il est là. Il est là, ok super. Bah écoute, nous on y va, on repart sur les routes et on va voir ce qu'on peut faire de ce RIC 2.0.